Dans sa keynote hier soir, Denis Pensus, et vous étiez avec nous, le directeur programme de la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, nous disait que l'incertain était désormais devenu la règle et que les crises s'intensifiaient, qu'elles soient sanitaires, climatiques, économiques, et qu'elles devenaient donc multiples. Les entreprises, dans ce contexte, tentent donc autant que possible de les anticiper, ces crises, en prévoyant des organisations, des plans qui leur permettent d'être plus résilients en cas de crise. Il y a par exemple ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité. Ont-ils pour autant été efficaces dans la crise actuelle? Y a-t-il d'autres voies? Les PME peuvent-elles résister elles aussi car elles sont plus agiles? Et le numérique, quel rôle joue-t-il dans la continuité de l'activité? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir des intervenants qui travaillent au quotidien sur la gestion des risques, que je vais vous présenter maintenant. Marie-Élise Laurin, bonjour Marie-Élise. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion des risques au sein de SMACL Assurance. Cécile Weber, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du PCA, donc le plan de continuité d'activité et de la gestion des risques du groupe Maïf, et vice-présidente du club de continuité d'activité. C'est quoi ce club, en quelques mots, Cécile? C'est un regroupement d'experts sur la continuité d'activité et la gestion de crise, de tout secteur, toute taille. On est à peu près une centaine d'adhérents et on partage expertise, vision pour essayer d'être encore plus performant sur la continuité d'activité et la gestion de crise. Grand groupe comme PME? Tout à fait, ouais. Absolument. On expliquera tout à l'heure ce qu'est un PCA plus précisément. Philippe Rullier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'entreprise familiale Rullier Bois, fondée en 1883, chapeau. Oui. Vous perdurez cette entreprise. 1883, ça fait quoi ça? Ça fait 150 ans? Ouais, presque. Un peu plus de 130 ans, non. Spécialiste du bois pour la construction, la rénovation et l'aménagement, une entreprise de 45 collaborateurs. Juste un peu d'historique avant, vous avez participé tous les 3 derniers mois à un groupe de travail qui visait à évoluer les impacts de la crise sur les pratiques de gestion des risques dans les entreprises. Il y avait une vingtaine de participants, des dirigeants de PME, des ETI des Deux-Sèvres, des grands groupes également qui se sont réunis à l'initiative du MEDEF Deux-Sèvres, de l'AMRAE, qui est l'association française des managers de risques, dont vous pilotez d'ailleurs, Marie-Élise, l'antenne Grand Ouest. Et le but de ce groupe de travail, ça a été d'échanger sur les expériences suite à la pandémie et d'en tirer des enseignements pour être mieux préparés face aux prochaines crises. Une démarche qui s'inscrit dans un partenariat qui a été noué en 2017 entre le MEDEF et l'AMRAE. Et l'objectif, c'était pour ces deux organisations de rendre la gestion des risques accessible aux PME et aux ETI qui sont souvent moins bien outillés que les grands groupes. On y reviendra d'ailleurs. Alors, dans un premier temps, cette collaboration elle a débouché sur la création d'une méthodologie de cartographie des risques adaptés aux petites organisations. Elle a été réalisée par une douzaine de chefs d'entreprise, dont vous faisiez partie, Philippe Rullier. Donc, une cartographie mise en place par les chefs d'entreprise, l'équipe du MEDEF et puis le comité scientifique de l'AMRAE. Et puis, il y a une autre étape, et je voudrais que vous en parliez, Marie-Élise Laurin, c'est la dernière, c'est macartodesrisques.fr. Alors là, c'est une plateforme digitale. Oui. À quoi ça ressemble? Alors, si vous tapez sur Google macartodesrisques.fr, vous tombez sur le site. Donc, c'est un site qui est accessible à tous, qui est gratuit et qui vous permet de faire une cartographie des risques en 3 heures. C'est-à-dire qu'il y a je crois, une cinquantaine de questions, ou 4 peut-être un peu plus, de questions qui sont classées par thème. Et n'importe quel chef d'entreprise peut soit accompagner d'un consultant ou de quelqu'un du MEDEF, se mettre à la tâche. Et au bout de 3 heures, vous avez un très beau rapport qui sort avec vos zones de risque et des idées de plans d'action à mettre en place qu'il faudra suivre, bien sûr, pour améliorer sa résilience. Mais l'intérêt, c'est que si vous faites une méthodologie traditionnelle, il faut 6 mois pour avoir une cartographie des risques, ce qu'on appelle... Si vous faites appeler une entreprise pour faire un audit, c'est 6 mois? Ah oui. Moi, la première fois que j'en ai fait une, il m'a fallu 6 mois parce que c'est très long, parce que vous devez d'abord commencer par cartographier tous les processus de votre entreprise, ensuite faire des entretiens avec les uns et les autres qui sont responsables des processus pour savoir quelles sont les zones de risque. Ensuite, il faut évaluer les risques, il faut revenir dessus parce qu'il faut hiérarchiser les risques. Certains ont des appréciations différentes que d'autres, donc il faut essayer d'harmoniser les appréciations pour obtenir une hiérarchisation qui soit correcte. Mais comment on peut être pertinent en 3 heures comme l'être en 6 mois? Voilà. Eh bien, là, parce que les questions sont beaucoup plus simples et on n'interroge qu'une seule personne. Voilà. Et qui a un prisme transverse. Donc c'est comme si on faisait plutôt ce qu'on appelle une cartographie top-down. Celle dont je vous parlais avant, c'est plutôt bottom-up quand on interroge tout le monde. Donc là, il y a un autre type de cartographie qui s'appelle la cartographie top-down, où on n'interroge que le comité de direction.
Et là, en l'occurrence, on n'interroge qu'une personne. Donc ça va beaucoup plus vite. On interroge une personne, le chef d'entreprise, qui est supposé avoir quand même un prisme assez large de tous les risques qui peuvent arriver. Et c'est très intéressant parce que pour avoir fait l'exercice avec certains, c'est qu'ils quelquefois, ils n'ont pas du tout envisagé des risques qui pourraient leur arriver. Donc ça les interroge et c'est intéressant de pouvoir les challenger dessus. C'est beaucoup consulté depuis sa mise en ligne ? Comment ? C'est beaucoup consulté depuis sa mise en ligne ? Ah oui, alors je ne sais plus, il faudrait que je demande exactement. Je sais qu'à un moment, on était à plusieurs centaines déjà de cartographie. Je pense que c'est, je ne sais pas si on est arrivé au millier, mais oui, il y a eu beaucoup. Et consécutivement, les chefs d'entreprise opèrent des changements. C'est l'idée. Alors, ils ont besoin d'un suivi. Alors, dans le cadre du MEDEF, le MEDEF 79, avec lequel on a fait le partenariat, a embauché Valentin Gervy, qui est spécialisé pour ça, et qui fait le tour de tous les adhérents, qui leur fait faire leur cartographie et qui les aide après à suivre leurs risques. Le danger d'un outil comme ça, c'est que un chef d'entreprise s'amuse à le faire pour se tester, puis après qu'il l'oublie, qu'il le laisse à la poubelle, et puis qu'il n'en fasse rien, quoi. C'est mieux d'être accompagné quand même. Après, effectivement. Oui. Vous l'avez testé, vous, ma carte des risques ? Alors, je suis en train de tester, mais je dirais que c'est un excellent canevas pour mener sa réflexion à la fois avec son équipe dirigeante, je pense, surtout. C'est-à-dire, derrière macartoderisque.fr, on établit un PCA ou pas forcément ? Ah non, c'est vraiment deux choses différentes. C'est justement pour le remplacer. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes. La cartographie des risques, ça balaye toutes les sortes de risques, pas que les crises. Le PCA, c'est vraiment réservé un peu aux crises. On fait un PCA pour une interruption par exemple, une cyberattaque, le fait de ne pas pouvoir accéder aux locaux, ou à une pandémie, etc. Mais là, la cartographie des risques, ça va prendre vos risques stratégiques, vos risques, ça va de la panne informatique au fait que vous n'ayez pas que vous ayez des hommes clés, ça prend tous les risques opérationnels, stratégiques, de métier aussi. Donc on balaye un champ beaucoup plus important que les seules crises. Cécile Weber, un PCA, est-ce que c'est pas finalement une hiérarchisation de la reprise d'activité ? C'est un peu ça ? Oui, on peut le résumer ainsi. C'est véritablement se poser par temps calme pour identifier quelles sont les activités les plus vitales pour la survie de l'entreprise face à un sinistre extrêmement majeur et se mettre en disposition pour que cette reprise d'activité puisse se dérouler sous des modes dégradés, forcément, mais c'est se poser sur cette nouvelle organisation en temps de crise et l'accompagner, bien évidemment, d'un dispositif de gestion de crise, le tester, en tout cas le faire vivre ce dispositif dans la durée pour que ça puisse être activable à tout moment et dans des proportions qui soient optimales. Et pour chaque crise différente. C'est-à-dire qu'il y a un PCA par crise ou c'est un PCA multicrise ? Alors, le PCA, traditionnellement, on s'est basé non pas sur la cause des crises, puisque ça n'avait pas grand sens. Il y a plein de crises qui sont apparues qu'on n'imaginait pas il y a encore une dizaine d'années. Le 11 septembre en est la première illustration. Du coup, les experts de la continuité d'activité ont décidé de se concentrer plutôt sur les conséquences des crises. Et en fait, la crise, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous ôte finalement des ressources essentielles, qu'elles soient humaines, qu'elles soient immobilières, qu'elles soient informatiques, qu'elles soient d'outils ou qu'elles soient de toute autre ressource industrielle, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de se projeter dans ces hypothèses-là et de travailler pour se modéliser en l'absence de ces ressources essentielles. C'est véritablement cet objectif-là. Vous disiez que dans votre club, il y avait aussi des PME, c'est-à-dire qu'il y a des PME qui se dotent de PCA ? Bien sûr. Pas forcément dans les mêmes proportions, bien évidemment, que les grands groupes, mais on y reviendra peut-être. L'important, c'est déjà de maîtriser ce qui est vital pour l'organisation. Pas de PCA chez vous, Philippe Rollier ? Non, pas non. Il y a plutôt une méthode d'inspiration du PCA, mais plutôt en équipe, un peu avec un comité de direction formé à une expérience et puis une période de crise qui était peut-être économique, qui s'est traduite aujourd'hui par une réactivité
une construction de l'humain dans la polyvalence, dans l'action, etc., dans la prise de C'est-à-dire que vous avez préparé votre quotidien avant ce qui vient de se passer là. Il était déjà préparé pas pour ça, parce qu'évidemment, comme tout le monde, évidemment, c'était personne n'avait connu ça, et je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être que dans une phase, première phase, et il va falloir s'adapter à d'autres crises. C'est comme le virus, il y a des mutations, mais là, on va peut-être avoir d'autres mutations financières, économiques, je ne sais pas, stratégiques. Donc en fait, on est toujours, c'était un petit peu de se dire, bon voilà, l'entreprise, comment on la dirige, même si c'est une PME, même si c'est une petite entreprise familiale, l'évolution a été de dire, bon voilà, je ne peux pas juger et être seul à la décision dans ces moments-là. Donc c'est pour ça que vous leur avez fait faire un stage commando ? Voilà, alors j'avais fait organiser, si vous voulez, il y a quelques années, un team building qui en fait me servait à l'origine, c'était plutôt peut-être pour essayer de construire ce groupe de direction et de voir émerger aussi les gens dans ce team building et peut-être aussi me dire sur qui, dans une crise majeure, je pourrais compter et comment. Et en fait, on a très vite retrouvé les automatismes de ce stage. Il y a eu un avant et après stage ? Il y a eu un avant et un après stage, oui. Vraiment ? Ça, c'était en quelle année, le stage ? C'était il y a à peu près 5-6 ans, je crois. Voilà. Là, vous l'avez mesuré pendant ce qui vient de se passer ? Alors oui, mon rôle a été peut-être de renouveler et de ramener quelques souvenirs dans la communication avec mes équipes pour justement dire réinspirez-vous, réfléchissez, reprenez les termes, ce qu'on a vécu dans la War Room. Enfin voilà, c'est une inspiration militaire, mais c'est pas les méthodes militaires, soyons bien clairs. Mais on sait quand même que le monde militaire vit la crise en permanence avec des risques humains qui sont payés cash. Donc évidemment, dans une entreprise, ça peut être différent, mais ça peut être aussi le cas. Là, on était dans une annonce d'une crise majeure avec un président qui nous disait c'est la guerre, ça avait tout son sens. Donc dès le lendemain, si vous voulez, dans le discours, dans les actions, dans la communication qu'on pouvait avoir, ça a eu tout son sens. Et c'est vrai que les outils numériques ont permis de lier tout le monde avec la distance. Les gens, certains étaient chez eux, d'autres à l'entreprise. Donc ça a permis de donner... C'est-à-dire que là, vous avez l'impression d'avoir appréhendé cette crise avec plutôt de la sérénité ? Alors, une part, oui. Je dirais, oui. Moi, je pense, oui. Parce que j'avais une... Alors, cette sérénité, je mettrais en parallèle de ça la confiance dans mon équipe. Cette confiance a été construite à partir de ce moment-là. Je me suis senti beaucoup plus serein pour affronter ce qu'on avait affronté. Les choses se sont empilées comme des Legos, en fait. C'est-à-dire que vous avez une réactivité extrêmement rapide. C'est-à-dire le 17, il y a confinement, le 23, vous commencez à livrer, quoi. On reprend le travail en mode dégradé, avec des gens qui se positionnent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la polyvalence a tout son sens, l'agilité a tout son sens. Les gens redescendent. Alors je vais prendre un exemple, un responsable d'agence qui se remet au comptoir, faire le rôle de standardiste, redécouvre des choses. Donc je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que dans la gestion des risques, dans ce qu'on vit, des fois on redécouvre des choses, des dysfonctionnements qui permettent demain de reconstruire aussi, d'imaginer. Ça donne aussi une vision, une réalité, une vision que pouvait avoir le chef d'entreprise, c'est-à-dire de dire demain on va aller vers une digitalisation de notre métier, qui n'est pas forcément perçu. On est dans une entreprise rurale, avec des gens dont ce n'est pas forcément la culture, et puis qui là découvre qu'en fait la survie de l'entreprise, ou une grande partie de son business a été maintenue, ou voire développée, ou tout du moins conservée, grâce à ça. Voilà. Il y a eu de l'improvisation, forcément ? Il y en a toujours. Mais vous n'avez pas de PCA, vous n'aviez pas de plan écrit, il n'y avait pas d'écrit de ce que pouvait être une reprise d'activité en cas de crise. Je dirais c'est dans votre tête. Ayant participé aux travaux du MEDEF de Sèvres, où on a réalisé, j'en fais la publicité aujourd'hui, ce petit guide qui est quand même, je vais montrer qui est disponible au MEDEF, c'est ça ? Qui est absolument disponible au MEDEF. Et à l'Amraï. Et à l'Amraï, bien sûr. Je salue. C'est quelque chose qui sert de guide. C'est-à-dire en étant, si vous voulez, dans l'action, mais aussi se positionner un peu au-dessus de l'équipe pour rester dans la bienveillance. C'est un outil de bienveillance pour le chef d'entreprise. Voilà. Et je pense que ça m'a aidé aussi. J'ai puisé de temps en temps quelques idées dedans sans avoir quelque chose de très organisé, puisqu'en fait on est une structure beaucoup plus faible que dans des grosses entreprises où il faut déléguer avec de la distance, etc. Cécile Weber, si on ne fait pas de stage commando, on fait quoi quand on est une PME ? On fait des exercices de gestion de crise avec une inspiration aussi un petit peu militaire. Ah oui ?
Oui, avec une certaine empreinte de l'organisation militaire qui est extrêmement intéressante pour la gestion de crise pour l'ensemble des entreprises. On fait des exercices de gestion de crise pour effectivement préparer la gouvernance à basculer en dehors de ces zones de confort. Prendre de la distance pour réfléchir sur des sujets complexes qui sont complètement en dehors de notre zone habituelle de réflexion stratégique. Également pour appréhender les biais cognitifs en gestion de crise qui sont extrêmement importants et extrêmement présents. Ils sont automatiques et ils amendent la rationalité. Donc il faut les appréhender. Et du coup, avec ces exercices, ça permet de dégager une vision commune. C'est un objectif primordial en gestion de crise que le directeur de crise puisse partager sa vision avec l'ensemble des membres de la cellule de crise pour que, effectivement, l'objectif soit commun. Et c'est ce genre d'exercice qui permet de se frotter à ces situations avec le plus de réalisme possible, le plus de complexité possible. Et il ne peut intervenir qu'avec un engagement réel de la gouvernance dans cette ces voie. exercices, ils se font avec qui? C'est des sociétés qui vous proposent ça? Ça peut se faire à moindre frais ou... Alors, nous, on a fait le choix de travailler avec l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice, qui était sous la tutelle du Premier ministre. Mais quand on a une PME, on fait comment? On a des entreprises spécialisées qui peuvent accompagner absolument les PME dans ce genre d'exercice. Et puis, des clubs professionnels, comme le Club de la continuité, organisent. Tous les ans, on organise un exercice de gestion de crise ouvert à l'ensemble de nos adhérents qui sont montés par un groupe de travail. Et du coup, il y a une combinaison d'expertise qui fait qu'on donne de corps à ces zones d'inconfort et ça permet de basculer dans une simulation de situations qui nous permettent de nous confronter à ces événements. Et quand on est pauvre, on peut aussi le faire sans personne. Hein, voilà. On se débrouille, on fait nous-mêmes le consultant et voilà, on s'en sort. Marie-Élise, ce qu'on voit, c'est que finalement le PCA, c'est une méthode, ou en tout cas des plans de gestion des risques, mais ce sont des outils. Mais ce qui compte dans ces moments-là, c'est les hommes, enfin avec un grand H. Ce qu'on a tous en commun, là, j'étais en train de me dire, c'est que c'est une forme d'anticipation des risques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mieux on est préparé, plus on est résilient, en réalité. Donc, quelle que soit la préparation, parce que c'est jamais la crise à laquelle on s'attend qui se passe. Moi, j'avais un PCA pandémie qui était tout beau, mais qui n'était pas du tout celui qui s'est passé, puisque nous, à l'époque, il datait de 2009, et chaque année, on le remettait à jour. C'était suite à la grippe H1N1. Donc, c'était plutôt un PCA du style, si on a 20% de collaborateurs en moins parce qu'ils sont malades, ou 40%, ou 60%, qu'est-ce qui se passe? Comment on arrive à faire fonctionner les processus critiques avec moins de gens dans des conditions dégradées? En fait, on n'avait absolument pas imaginé qu'on pourrait être confiné. Même une semaine avant, entre nous, là, au niveau du comité de direction, on s'est dit, est-ce qu'on va vraiment être confiné? On a du mal à voir la réalité en face, alors qu'elle est à notre porte, parce que c'est la manière dont on fonctionne. Hein. Et puis une fois qu'on avait bien compris qu'on serait confiné d'ici quelques jours, tout s'est mis en branle rapidement, et on a pu être... Enfin, très très rapidement, on a rétabli toutes les connexions, mais c'est vrai qu'on a du mal parfois à voir les crises qui sont à notre porte. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la crise climatique, par exemple. Il n'y a pas un jour où on nous dit il y a trop de CO2, c'est la catastrophe, la fin du monde, l'effondrement. Mais en fait, que va-t-on laisser à nos enfants? On n'y pense pas. C'est évident qu'il y a vraiment un danger climatique très important, mais on a du mal parce qu'on est en train d'essayer de retrouver des fonds propres, d'organiser tel déménagement, etc. Et il faut des personnes comme nous, là, qui prennent du recul sur le quotidien pour... avertir les dirigeants, enfin, en tout cas les éclairer sur les risques qu'ils encourent, que tout le monde encourt pour mieux se préparer. Est-ce que c'est une question de taille, la préparation à la gestion des risques? Est-ce que toutes les entreprises devraient s'y être préparées, sans exception? Oui, je ne pense pas que ça soit une question de taille. Les enjeux sont différents, bien évidemment. Mais... comme le disait Marie-Élise, une crise, elle ne se produit jamais comme on l'a modélisé. Personne, aucun RPCA, responsable PCA, n'avait imaginé un confinement. C'était improbable. Donc, ce qui est important, c'est que le PCA, c'est un socle méthodologique. C'est une boîte à outils. Il faut qu'elle soit conçue comme telle, parce que la procédure, elle ne va pas s'appliquer de manière automatique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En tout cas, ça n'a pas le sens de la réalité. C'est l'agilité qui prime après. C'est l'innovation. Mais on est plus agile si on est préparé. C'est préparer les besoins de continuité pour
que la gouvernance en temps calme, elle se pose et qu'elle identifie ses priorités. Ça, c'est très important. Ça ne peut se faire qu'en temps calme. Et ensuite, c'est préparer des solutions de continuité dont on sait qu'elles vont marcher parce qu'elles sont parfaitement opérationnelles. On les a testées, on les maintient en condition, on vérifie tout ça. Mais avec toujours cet œil de se dire que ce n'est peut-être pas cette solution qui sera au contour exact de la crise et que du coup, il faudra l'adapter ou en combiner plusieurs ou malheureusement parfois l'inventer. Mais c'est cette approche extrêmement pragmatique et agile qui va faire que le jour J, on aura d'abord gagné du temps et on aura gagné aussi en stress, en diminution du stress. Les deux enjeux en gestion de crise... C'est les deux ennemis redoutables en temps de crise, le temps et le stress. Le temps et le stress. Ah oui. Donc le fait de préparer, même sur des scénarios qui sont différents, va permettre de rassurer sur le fait qu'on a un niveau de préparation, on a une certaine agilité, on fait des exercices de gestion de crise, des exercices PCA, qui va nous donner l'assurance qu'on a un certain socle qu'il faudra adapter le jour J par une agilité et une intelligence de situation en fait. C'est-à-dire le jour J, savoir piocher où il faut et avoir une cellule de crise entraînée et qu'il va falloir conseiller pour orienter nos solutions vers le plus d'efficacité possible. Le temps, le stress, Philippe Rullier, c'est vrai ? Oui. Vous n'avez pas l'impression d'avoir été stressé ? D'après ce que vous disiez tout à l'heure. Si, on a quand même... En tout cas, vous avez gagné du temps. Oui, en fait, prévoir, c'est déjà agir. C'est ce que je dis souvent, je répète, mais c'est... Alors, on prévoit des choses qui ne se réalisent pas, évidemment. C'est jamais comme on l'a imaginé. Voilà, il y a tout un tas de scénarios, même les plans de bataille pour les militaires, pour revenir là-dessus. C'est pas souvent ce qui se passe. Non, c'est pas ce qui était prévu, quoi, en fait. Voilà. Mais prévoir, c'est déjà agir, c'est donc déjà de mettre les gens en mouvement. Donc, à partir du moment où on est en mouvement et qu'on a donné en fait une impulsion, je pense qu'on rassure aussi. Ça veut dire que la décision est prise, on sait où on va, le cap est fixé. Vous voyez, c'est... Alors, évidemment, dans cette période de, je dirais, les premières semaines, ce qu'on a vécu, c'est au jour le jour. Donc, l'important, c'est d'être présent. Et là, on avait la distanciation. Donc, comment être présent ? Donc, les outils qu'on commençait à voir s'utiliser dans l'entreprise parce qu'on évolue, etc., même moi le premier, des fois, faire des réunions sur Teams, par exemple, c'était quelque chose que je reculais un peu l'étape parce que je ne voyais pas. Mais là, ça a eu tout son sens. C'est-à-dire que ça a eu un sens à la fois technique pour affronter les journées, comment s'organiser, comment prévoir le lendemain, etc., mais aussi servir d'outil de déstressement des personnes, parce que les premières réunions, par exemple, elles duraient 2 heures, 2 heures et demie. Je dis, à la fin de la journée, vous avez une tête comme ça. Mais en fait, les gens vidaient. Voilà, mes équipes, les responsables vidaient ce qu'ils avaient à dire. Des fois, ça partait un petit peu comme ça. Ce qu'il en reste, c'est qu'aujourd'hui, c'est 2 fois par semaine, c'est modélisé, c'est un timing, c'est un ordre du jour. Enfin, voilà. Moins on est stressé, plus on est soudé. Ah oui, alors ça se construit un groupe soudé aussi. Ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et justement, ça peut se conforter dans une période de crise. C'est là où on voit justement qui sont tout le monde est différent, mais il y a des gens qui vont permettre de souder les uns et les autres. Donc c'est ce qu'il faut essayer de tirer dans l'équipe, voir apparaître ces personnes, les mettre surtout en avant, et en fait organiser cette cohésion dans ces moments-là. Vous avez jamais été... Ouais. Pardon ? Allez-y, je vous en prie. Non, je disais, c'est très enrichissant, et parfois c'est même un vrai plaisir. Ouais. Très bien, tant mieux. Donc vous n'avez jamais été autant en lien avec vos équipes que pendant la crise. Ah, je crois, oui, tout à fait. C'était quotidien. Ouais. C'était un lien quotidien. Ouais. C'était, oui. Alors après, il faut, comme on a entendu tout à l'heure dans le zapping, il faut peut-être mettre aussi après un certain nombre de freins, parce qu'il y a la vie privée, il y a la vie professionnelle. Il faut garder cet équilibre. Donc le télétravail, tout ça, ce sont des sujets aujourd'hui qu'on a découverts par force, mais maintenant qu'il va falloir réguler, organiser et travailler pour le bien général de l'entreprise. Non, mais c'est vrai qu'il faut être positif, ça laisse quand même de belles traces, les crises, finalement. Ah oui, tout à fait. Oui. Complètement. Pour les entreprises. Dans tous les domaines, même. Dans la vie de couple, ça crée des opportunités. Et je pense que c'est ce qu'il faut en retenir aussi. On n'est pas au bout de toutes nos surprises. Comme je disais tout à l'heure,
qu'est-ce qui va arriver après, quels sont les effets secondaires, quelles sont les mutations de cette crise. On va avoir des enseignements à chaque des enseignements à en tirer, évidemment. Vous parliez du confinement tout à l'heure, Cécile Weber. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres dossiers atypiques dans cette crise-là ? Cette crise, elle nous a confrontés tout d'abord à des enjeux de santé. Donc, qui dit enjeu de santé, enjeu de vie, enjeu de mort, avec en corollaire des impacts psychologiques extrêmement forts et dans la durée. Donc, je dirais que c'est peut-être une des caractéristiques de cette crise, c'est ces enjeux-là, et également une crise avec une cinétique d'une longueur exceptionnelle. Jamais dans les modélisations, on a pu se pencher sur une durée si longue de la crise, avec une durée longue, mais également avec des coups d'accélération extrêmement brutaux et nombreux. Donc c'est vraiment des caractéristiques à part. Après, des contraintes effectivement aussi exogènes par une mondialisation de la crise et par des interdépendances économiques, de secteurs économiques qui ont été révélés au grand jour et qui ont mis des situations ubuesques, dans des situations ubuesques certaines entreprises. Et après, des contraintes endogènes aux entreprises avec la nécessité d'une veille constante, avec la nécessité de comprendre un domaine qui est médical, avec en plus des contradictions, la nécessité d'anticiper, et puis après, ce qu'on disait, l'inventivité dans les approvisionnements, s'approvisionner en masques, s'approvisionner en outils informatiques, pour certaines entreprises alimentaires, s'approvisionner en emballage agroalimentaire, et puis ensuite une adaptation des organisations, de l'organisation de l'entreprise, à de multiples reprises, avec des contraintes sanitaires qui se sont multipliées et qui ont été parfois extrêmement brutales quand même à prendre en compte et pour se les approprier. Donc une crise vraiment multifacette et sur laquelle on ne l'avait jamais envisagée de cette façon. Je pense que, si vous me permettez, le chef d'entreprise ne doit pas rester seul en fait, dans ce moment-là. Là, ça a tout son sens. Il faut partager, échanger, alors évidemment avec ses collaborateurs, mais aussi avec le monde extérieur. C'est-à-dire ses collègues, c'est parfois même peut-être ses concurrents. Bien sûr. Parce que là, en fait, la différence d'une entreprise qui se retrouve dans une situation de crise économique, financière, dans son secteur d'activité, là, tout le monde s'est retrouvé sur la même ligne de départ. Et on fait comment ? Donc, en fait, l'échange a été extrêmement riche. Une entreprise nous on fait partie par exemple d'un groupement national, donc il y avait des échanges aussi quotidiens. C'est quoi ta bonne méthode pour ça ? Tous les outils qu'on pouvait avoir, WhatsApp, machin, voilà, on a utilisé ça parce que ça permettait d'avoir de l'information ou des bonnes pratiques, on va dire. Voilà, ce qui est bien chez toi peut être bien chez moi, etc. Le MEDEF a été extrêmement présent. D'où l'intérêt aussi d'adhérer à un mouvement d'entreprise, parce que les personnes très qualitatives qu'on a ici dans les Deux-Sèvres se sont mis à disposition des chefs d'entreprise. Donc ça, c'est quand même important. Si tu es tout seul, au moins savoir à qui parler, exposer ta problématique, qui peut te mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est fondamental. Non, ne surtout pas rester seul. C'est la solitude, je pense que c'est le pire ennemi dans un cas comme ça. Élise Laurin, en termes de gestion des risques, d'anticipation, est-ce que toutes les crises se valent ? Ou est-ce qu'il faut les prioriser ? Non, elles se priorisent. Alors, nous, dans la manière dont on fait nos PCA, on identifie des scénarios quand même, et on les classe en fonction de leur survenance et de leur impact. En général, ils ont tous des survenances assez faibles, mais il y en a et des impacts importants, mais on arrive quand même à les classer. Par exemple, la chute d'un aéronef, on ne va pas faire un PCA. Il y a très très peu de chances qu'un avion s'écroule sur la SMAC. Néanmoins, il fait partie de tous les scénarios identifiés. Voilà. Donc à la fin, il nous en reste 3 ou 4 ou 5 plutôt, pour lesquels on bâtit vraiment un PCA. Et il y en a un en particulier, je pense au scénario cyber, qui peut se superposer d'ailleurs très logiquement avec une crise de pandémie, parce quand on ouvre les vannes du VPN, on vulnérabilise nos réseaux, la sécurité. Donc nous, notre grande crainte, je me souviens pendant le confinement, c'est qu'on ait en plus une crise cyber qui se rajoute. Donc les crises peuvent se superposer. Mais effectivement, on hiérarchise quand même. Quelle est la place du bon sens en gestion d'une crise ? Ah oui, je pense. Toute sa place. Là, il ne faut pas s'envoler, il faut rester les pieds sur terre. Je crois, oui. Et alors, les groupes de travail qui vont avec les équipes qui sont sur le terrain, la communication avec eux, c'est fondamental. Et là, en fait, des fois, ce qu'on peut imaginer, nous, en groupe de direction,
c'est une idée qui vient évidemment des gens qui sont présents, qui remonte et qui a tout son sens. Et le bon sens paysan. Ouais. C'est ça, c'est la première qualité. Ouais. Voilà. Quelle est la part de l'outil numérique, justement, dans le travail d'anticipation, Marie-Élise ? Alors, dans le travail d'anticipation, nous, on a un outil numérique. Hein. Ouais. D'ailleurs, je viens d'acquérir un outil de gestion de crise, dont je suis très contente. Et j'ai comparé un peu avec mes concurrents, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais mes collègues d'ici, pour l'instant, ils n'en ont pas encore sur la place. Mais c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir dans le même outil la possibilité d'être déconnecté du réseau, de pouvoir gérer la crise, même une crise cyber où on n'a plus du tout accès à un réseau informatique. On a tous les documents sur place, on peut envoyer en masse des mails, les comptes rendus se font tout seuls, parce que normalement, en cellule de crise, il y a toujours un minutier, un gars qui écrit tout ce qui se passe à telle minute, etc. Là, tout se fait de manière automatique dans l'outil et les rétex se font tout seuls aussi. Donc on gagne énormément de temps, ce qui nous pacifie pendant la gestion de la crise. Et avant ça, j'avais acquis un outil de PCA qui permettait de récolter les besoins de tous les responsables de processus. Par exemple, tu as besoin tu as 20 personnes dans ton service. Au bout de combien tu peux fonctionner avec 5 personnes pendant combien de temps, etc. Donc, ça permettait de restituer tous ces besoins facilement, mais on s'en servait pas. Excel était aussi facile, donc j'ai laissé tomber cet outil. Et là, je suis assez contente de cet outil de gestion de crise qui est très utilisé plutôt dans le milieu nucléaire ou dans les OIV. Donc nous, on est juste en essai là, mais c'est marrant, quoi. Voilà. Donc ça, je pense que ça peut être aussi un outil qui peut servir d'anticipation dans le sens où je vais devoir former ma cellule de crise à cet outil. Ça, c'est un logiciel, mais en termes d'outils, il y aura un avant et après sans doute, là, parce qu'il y a des entreprises qui vont accélérer leur processus de digitalisation. Ils y sont contraints, de toute façon, Cécile Weber. Absolument. Cette solution de travail à distance est une aubaine en continuité d'activité. Jusqu'à présent, on travaillait sur des solutions un peu hybrides, comme je vous disais, à la fois du repli physique, mais également effectivement du travail à distance. Mais là, en l'élargissant et en le rendant beaucoup plus efficace, effectivement, ça rentre complètement dans notre schéma de sécurisation. À condition qu'effectivement, ça soit sécurisé, ces ordinateurs. On en parlera cet après-midi. Il peut y avoir quelques mauvaises surprises à la rentrée. On en parlera avec des spécialistes en matière de cybersécurité. Vous, avant la crise, Philippe Rullier, vous aviez lancé un site d'e-commerce. C'était il y a combien de temps ? Alors, l'idée m'était venue il y a 3-4 ans à peu près, de commencer à construire un site vraiment marchand. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous poussait à ça ? Le flair ? En fait, non, le bon sens ? Une vision. Alors, une petite histoire, voilà, c'est très simple. C'est un matin, j'emmène mon fils à l'école et je le vois... En fait, je découvre qu'il dit bonjour à ses copains avec son smartphone. Ah, d'accord. Et donc, je me suis dit, dans quelques années, cette génération deviendra les futurs clients de notre entreprise. Donc, la digitalisation prend tout son sens. Et je me suis dit, mais s'il devient client, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, je découvre comment, par exemple, fonctionnent les sites marchands de chaussures. J'aurais jamais imaginé qu'on puisse vendre des chaussures sur Internet, puisque la première des choses, c'est être bien dans une chaussure, donc il faut aller les essayer, il faut aller dans un magasin, les essayer, et les gens les achètent. Donc, ils ont trouvé la solution pour faire la vente, et on voit les volumes qui sont faits. Et là, je me suis dit, il n'y a pas de solution. Même que tu vendes du bois, ça peut paraître très brut, les gens commanderont aussi comme ça. Donc, ça a été mon idée de départ, sur un constat. C'est pas quelque chose qui a été accepté par mon équipe. Au début, eux voulaient plutôt quelque chose qui soit très classique, comme on voyait, c'était un site de documentation technique, etc., mais non pas de vente en ligne. Et en fait, vous avez dû imposer votre vue. On l'a construit. Ouais. Et là, la période qu'on a vécue a montré évidemment tout son sens. Et là, l'ensemble des collaborateurs me demandent maintenant d'insister évidemment sur l'outil. Je dirais que par contre, pour revenir sur les outils VPN, qui entraînent évidemment énormément d'attaques, parce que ça, il faut évidemment dans les entreprises se structurer à ce genre de choses, parce que maintenant ça devient une réalité du quotidien. Souvent, c'est un poste on va dire, c'est pas utile d'avoir quelqu'un qui ait ces compétences-là, mais si, c'est quelqu'un qu'on peut mettre dans le haut de la cartographie des risques, en disant il faut avoir
comment dirais-je, un bon bricoleur informatique pour lutter contre ça. Parce que là, nous, on avait mis ça, si vous voulez, dans un souci d'agilité commerciale. Et ça a eu tout son sens dans la crise, où là, on a développé à l'ensemble des équipes dirigeantes qui pouvaient rester chez elles et travailler de chez elles, être réactives dans l'instant T. Et donc, évidemment, on s'est exposé à des risques d'attaque. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est banalité, mais en même temps, le chef d'entreprise, c'est son rôle d'avoir la vision. Et c'est ce que vous avez fait avec votre site e-commerce. Tout à fait. Effectivement, il faut avoir une vision même pour ce monde qui va arriver demain, ou immédiatement, et donc le construire. Alors, la vision, c'est le rôle du chef d'entreprise. Je dirais la stratégie qui va s'écrire, comme pourrait être le PCA, c'est pas forcément à lui de l'écrire. Il doit contribuer, être bienveillant à ce que cette écriture se fasse avec son équipe dirigeante et des groupes de travail qui sont jusqu'aux personnes qui sont à tous les niveaux de l'entreprise, parce qu'ils ont leur mot à dire aussi pour construire ça, puisqu'ils sont partie prenante. Et je pense qu'à partir de là, c'est d'avoir de la bienveillance autour des actions des uns et des autres et les bonnes personnes au bon endroit. Mais ce qui restera la clé, c'est, dans une PME, c'est la capacité à la polyvalence et à l'agilité des gens. Oui, la capacité d'adaptation. Ouais, et surtout la cohésion de groupe. Ça, on est dans une équipe, il faut faire vivre ça comme une équipe sportive. Ouais. La réussite, ça passe par une gouvernance stable. Je pense. Ouais. Cette entreprise familiale, c'est un bon exemple. 1883, oui. Ouais. 5e génération. Mais bon, après, quid demain? Il faut aussi le préparer, ça. Il faut prévoir aussi cet avenir. Ouais. Y aura-t-il et qui sera demain? Voilà. Ça s'anticipe et ça se prépare. Ça ne peut pas se décider comme ça aussi. Avant de conclure, juste, Cécile Weber, sur le numérique, justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous conseillez aux entreprises de s'ouvrir plus largement à des nouvelles technologies dont ils peuvent penser qu'aujourd'hui elles leur sont un peu utiles? Je pense par exemple à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un sujet sur lequel il faut se pencher? Alors, face justement à l'hypercomplexité des crises, des menaces qui se présentent à nous, qui ont des enjeux presque chaotistiques et qu'on perçoit à l'image du risque climatique dont parlait Marie-Élise, ça génère des impacts absolument potentiellement dévastateurs. On a ça rebalaye complètement les cartes et nos façons de procéder, en tout cas de voir la résilience, qui est vraiment la capacité à faire face à l'adversité en fait. Et dans ces axes-là, pour moi personnellement, il y en a deux. Le premier, c'est effectivement s'ouvrir de façon raisonnable aux nouvelles technologies, et notamment à l'intelligence artificielle, avec toutes les réserves qu'on peut détailler, mais qui n'est pas le lieu aujourd'hui, mais qui va nous permettre de façon formidable de développer nos capacités de modélisation, des capacités d'anticipation, et également de pouvoir comprendre de façon peut-être plus holistique les situations complexes. Donc c'est, à mon avis, un des vrais axes majeurs pour l'avenir qu'il nous faut construire. On est au balbutiement, mais c'est déjà utilisé dans certains pays. On ne le développera pas ici. Et le deuxième point qui, à mon avis, est tout autant majeur, c'est de construire une résilience collective, une résilience globale. Il n'y a pas de résilience individuelle sans résilience collective demain. Avec ces nouvelles menaces, on ne peut pas imaginer qu'une entreprise, dans sa bulle, elle doit s'associer aux acteurs du terrain, que ce soit des collectivités territoriales ou d'autres acteurs économiques. Et le succès passera par cette résilience collective, de créer des ponts d'efficacité. Mais les crises ont créé des solidarités dans les territoires. Absolument. On l'a vu pendant... Le coronavirus est l'illustration pleine de ce besoin de nouvelle résilience. Et c'est par ces ponts d'efficacité, ces solidarités, parfois même des conventions d'entraide. Il y a des entreprises dans leur PCA qui prévoient des conventions d'entraide avec des concurrents. Et pour moi, ce sera l'avenir, parce que isolément, on ne pourra jamais faire face à ces menaces complexes qui se présentent à nous et qui sont à nos portes. Le coronavirus est un premier exemple, mais il y en a bien d'autres. Allez, pour terminer, chacun d'entre vous, les mots-clés que vous retenez un peu là, de l'échange qu'on a eu et des conseils qu'on peut donner en matière de gestion des risques pour l'avenir. Marie-Élise. Alors, je dirais se préparer, anticiper. Je retiens le mot pragmatique, bon sens, paysan. Et puis numérique, bien sûr,
dans le sens où engager, si ce n'est pas fait, les mesures de télétravail, d'appropriation des outils numériques, et puis de changer notre manière de manager, aussi de communiquer dans l'entreprise à travers ces outils à apprivoiser. Cécile Weber. Moi, je dirais qu'il faut surtout ne pas se laisser prendre par les peurs collectives qui peuvent être activées et qui condamnent l'avenir, en fait. Et je pense que raisonnablement, il faut avoir un optimisme raisonné, mais dans la résilience collective. Philippe Rollier, le mot de la fin. Et vous l'appliquez, en fait, c'est ça. Non, c'est parfait. Non, je vais revenir sur prévoir, c'est déjà agir. Très bien. Voilà. Merci pour cet échange passionnant avec vous. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura éclairé tous ceux qui nous regardaient. On va retrouver maintenant Clément Lessort avec un représentant d'un autre grand groupe français qui va nous raconter quelles réponses ils ont apportées face à la crise sanitaire. Clément, c'est à vous et à tout à l'heure.